19h45, la barre info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 13 mars 2024. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre pour la tenue d'un atelier dit de validation d'un plan pour mettre fin au mariage d'enfants au Niger. L'ouverture de la cérémonie a été présidée par la directrice générale de la promotion de la femme et de protection de l'enfant en présence des partenaires financiers et techniques. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. À travers cet atelier, il s'agit de soumettre à validation le plan stratégique national pour mettre fin au mariage d'enfants au Niger. En prenant part à l'ouverture des travaux, le représentant de la plateforme pour mettre fin au mariage d'enfants au Niger et la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF n'ont pas manqué pour l'un de saluer l'élaboration du document et pour l'autre de se dire satisfaite d'avoir participé à l'élaboration. Nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui d'être là à cette validation parce que cette validation c'est aussi le fruit de tout un processus qui a été mené depuis un moment. Et je profite vraiment de cette occasion pour remercier le leadership du ministère, le leadership de l'UNFPA et de l'UNICEF dans ce processus. En fonction de chef de protection de l'enfant à UNICEF, c'est un grand plaisir d'être arrivé à ce moment de l'atelier de validation. C'est l'aboutissement de tout un processus participatif qui est soumis à votre appréciation. Et je voudrais vraiment apprécier et reconnaître tous les efforts, pas seulement ici à Niamey, mais aussi dans toutes les régions qui avaient participé dans le développement du plan. UNICEF se réjouit d'avoir contribué à l'élaboration de ce document. S'appuyant sur certains chiffres alarmants, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a indiqué l'intérêt pour son institution de contribuer à lutter pour mettre fin au mariage d'enfants. 65% des femmes de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans, ce qui constitue donc une préoccupation majeure pour le Niger. Et comme vous le savez également, cette situation est la conséquence de plusieurs facteurs sociaux institutionnels, parmi lesquels permettez-moi donc de citer les questions de discrimination basées sur le genre, les besoins de contrôle de la sexualité des filles, les limites du système de protection de l'enfant, la pauvreté, la prépondérance du droit coutumier et religieux sur les droits modernes et la perception de l'enfant et la non-reconnaissance de l'adolescence. Présidant l'ouverture des travaux, la directrice générale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a précisé la position de l'État du Niger vis-à-vis de la question, tout en remerciant tous les acteurs dont le concours a conduit à cet aboutissement. Il me plaît de rappeler que l'État du Niger a ratifié l'essentiel des textes internationaux et régionaux qui consacrent les droits des enfants. Aussi, d'importants efforts ont été consentis à l'interne en termes d'adoption des textes réglementaires qui facilitent la mise en œuvre des textes réglementaires des conventions et traités également ont été ratifiés. Cela démontre à suffisance l'engagement de notre pays à promouvoir et à faire respecter les droits des enfants, conformément à l'adage qui dit « Les enfants constituent l'espoir et l'avenir du pays ». Pour mettre en œuvre cet arsenal juridique relatif aux droits des enfants, un dispositif institutionnel est mis en place, animé par des acteurs tant étatiques que non étatiques, avec l'appui de l'État et de ses partenaires. Ainsi, élaboré pour la période 2024-2028, le plan stratégique national pour mettre fin au mariage d'enfants au Niger sera, après bien sûr amendement, le document référent à travers lequel la politique de l'État contre la question sera conduite. À l'occasion de la journée mondiale du rein qui sera célébrée demain jeudi 14 mars 2024, une de nos équipes s'est intéressée aux maladies conduisant à l'insuffisance rénale chronique. Quelles sont les causes, les conséquences, comment y prévenir? Éléments de réponse dans ce reportage de Ibrahim Tikiré et Chebou Guisso.
Les maladies conduisant à l'insuffisance rénale chronique sont diverses. Les chiffres sont inquiétants au plan mondial et même au Niger, car il s'agit d'une maladie silencieuse qui tue. Pour parler du risque de maladie rénale, il faut savoir que tous les malades diabétiques sont des candidats potentiels à l'insuffisance rénale. Les malades hypertendus aussi sont des malades à risque rénal. Les malades cardiaques, les malades qui ont des cardiopathies, sont des malades aussi qui sont à risque. Voyez-vous, il y a des maladies infectieuses aussi, telles que le sida, l'hépatite B. Il y a pas mal de maladies aussi infectieuses qui exposent à l'insuffisance rénale. Vous avez aussi, dans notre contexte africain, l'automédication. Et il y a aussi des causes congénitales, des gens qui naissent avec des maladies rénales. C'est une maladie avec laquelle vous pouvez vivre pendant longtemps sans signes. Et les signes apparaissent le plus souvent à des stades terminaux de la maladie. Ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique terminale ou les stades de dialyse. D'après les spécialistes, les principaux facteurs de risque des maladies rénales chroniques sont l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, le tabagisme et l'âge avancé, pour ne citer que cela. Certains malades témoignent sur les premiers signes ayant abouti à l'insuffisance rénale. Je souffre de l'insuffisance rénale chronique et ça fait aujourd'hui 5 ans que je faisais la dialyse. Bon, c'est une maladie en tout cas qui n'a pas de signes. C'est ça qui a fait on a eu ce problème. C'est donc c'est le conseil que je donne en tout cas aux gens, c'est de se rendre chaque fois au niveau du centre de santé pour faire le bilan, vérifier, contrôler, voir. Sinon vraiment c'est une maladie qui silencieuse, qui n'a pas de signes et qui trompe le malade. Cela fait un peu plus de 3 ans que je suis sous dialyse. Alors, Reila, comment en est-on arrivé à ce stade? Oui, j'étais déjà hypertendue et au moment d'un de mes accouchements, quand j'ai pris une grossesse, j'avais fait une pré-éclampsie sévère suite à cet accouchement. Et après, je suis rentrée dans un coma qu'on appelle un coma OAP, qui a fait en sorte que je me suis réveillée après, c'est vrai, mais ils ont dit que c'était la cause pour laquelle les reins sont défaillants. Donc ce que j'ai, c'est une insuffisance rénale chronique. Voilà. Au niveau de l'association des dialysés, nous avons constaté qu'un peu partout dans le monde, et ce que même l'OMS a recommandé, c'est de faire 3 séances de dialyse par semaine pour tous les malades insuffisants rénaux. Donc nous, on veut maintenant au Niger que le budget conséquent alloué chaque année pour le maintien et l'harmonisation de la dialyse puisse être vraiment rehaussé de façon conséquente. Et là, ça va nous permettre de dialyser comme tous les autres pays, et avec la norme standard, quoi. Se faire dépister, c'est un moyen de prévention de lutte contre l'insuffisance rénale chronique. C'est pourquoi une sensibilisation des populations est nécessaire. C'est à cette tâche que s'attellent les spécialistes de la néphrologie réunis au sein de la Société nigérienne de néphrologie. Au niveau de Niger, nous disposons que des données hospitalières. Nous n'avons pas de prévalence au niveau national. Pour cela, il faudra faire des dépistages de cette maladie rénale chronique au niveau national, donc au niveau de nos 8 régions. Actuellement, l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, notamment le service de néphrologie et le centre de référence de la prise en charge de la maladie rénale chronique, nous avons en tout cas réalisé beaucoup d'études qui ont été, la plupart ont été publiées. C'est des données hospitalières, on ne peut pas extrapoler à l'échelle nationale. Nous, on ne voit les malades quasiment dans la totalité des malades. Les études l'ont démontré, on voit
les malades au 5e stade, qui est le stade de dialyse. Donc, 5 stades. Or, si les malades étaient dépistés un peu plus tôt, au stade par exemple 2 ou 3, on peut les ramener même au stade 1. Le dépistage reste incontestablement un remède pour réduire la progression des morts de l'insuffisance rénale chronique, un défi qui engage tous les acteurs. En ce mois béni de Ramadan, il est essentiel pour les fidèles musulmans de se consacrer à la lecture du Saint-Coran et d'autres zikrs pour renforcer la foi et aussi multiplier les récompenses. C'est dans un reportage de notre stagiaire Lelatou Garba et Soumela Abdoulaye. En ce mois béni de Ramadan, il est très important pour les fidèles musulmans de multiplier les bonnes actions, les zikrs dans ce mois béni et de se comporter de la bonne manière. Le zikr le plus recommandé pendant le mois béni de Ramadan et le plus grand, c'est la lecture du Coran. Parce que le Coran a été descendu pendant Ramadan et Malaïka Jibril venait répéter le Coran avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il faut multiplier la lecture du Saint-Coran. Même si c'est une seule sourate qu'on connaît, il faut multiplier cette lecture. C'est le plus grand zikr, le plus important. Et il y a aussi les autres formes de zikr, de la recherche du pardon, de la recherche de protection, de la recherche de la miséricorde de Dieu de façon générale. Donc, toute bonne œuvre, chaque bonne œuvre est quintuplée, c'est-à-dire la récompense d'une bonne œuvre est multipliée, quelle qu'elle soit une œuvre obligatoire, surrogatoire ou une œuvre relevant de la sunna, sa récompense est multipliée pendant le mois béni de Ramadan. Et le zikr, c'est quelque chose qui approche de Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça raffermit la foi, ça élève un degré, ça purifie, par conséquent, occupant notre temps, nos marges de temps, en faisant beaucoup de zikr. Comme l'a expliqué Oustaz Haladou Yahaya, chaque action compte et est récompensée par Allah. Le mois de Ramadan, c'est un mois de zikr, puisque c'est le mois privilégié au cours duquel il faut d'ailleurs plus se préserver des paroles obscènes, de la médisance, de la calomnie, puisque Allah nous a promis les meilleures choses qui soient, son pardon et le paradis une fois qu'on est agréé au cours du mois béni de Ramadan. Ainsi, il est à retenir que durant ce mois béni de Ramadan, il est essentiel de multiplier les invocations et bonnes œuvres pour gagner la face d'Allah. Place à présent à la chronique judiciaire qui est notre rendez-vous hebdomadaire de mercredi. Un numéro qui traite aujourd'hui de l'astreinte abordée par Maître Suleiman Seydou. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. L'astreinte, en réalité, est un moyen utilisé par le juge au fin de s'assurer qu'une obligation mise à la charge d'une des parties au procès est exécutée. Lorsque vous êtes par exemple en procès avec une tierce personne, cette tierce personne peut être condamnée par exemple à vous payer une somme d'argent. Alors, pour s'assurer effectivement que la personne payera cet argent, le juge peut condamner cette personne à s'exécuter sous astreinte. L'astreinte, en réalité, est un moyen de contrainte qui consiste à condamner une personne à payer une somme d'argent
lorsque cette personne se refuse à exécuter une décision de justice qui est devenue définitive. Alors, lorsque la décision est définitive, vous devez vous exécuter volontairement. C'est ça le principe. Lorsque la décision est définitive, vous devez vous exécuter volontairement. Mais il arrive qu'il y ait des débiteurs récalcitrants ou des personnes qui refusent d'exécuter des décisions de justice. Alors, s'il faille contraindre cette personne à exécuter la décision de justice, il faut que cette décision soit en tout cas que le débiteur soit condamné à s'exécuter sous astreinte, de telle sorte que l'astreinte qui est fixée d'office par la juridiction ou parce que l'une des parties fait la demande, lorsque la décision est assortie d'astreinte, on vous fait en réalité injonction de payer ou d'exécuter la décision, faute de quoi, chaque jour qui passe, vous allez payer entre griffes ce qu'on appelle des pénalités. Vous êtes en procès avec une personne, vous avez une décision devenue définitive, la décision fait obligation à l'autre partie de vous payer 5 millions de francs CFA. La décision peut être assortie de l'astreinte, c'est-à-dire quoi? On dira dans la décision que si vous ne payez pas les 5 millions de francs CFA, chaque jour de retard qui passe, vous allez payer par exemple 100 000 francs de plus. De telle sorte que si vous faites 2 jours que vous n'exécutez pas la décision, ça fera 100 000 francs multipliés par 2 qui viendront s'ajouter aux 5 millions de francs CFA. Si vous partez vous asseoir à la maison parce que vous voulez faire de la résistance, vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans ou même 1 année sans pour autant exécuter la décision, l'astreinte continue toujours à courir de telle sorte que on va venir faire ce qu'on appelle une liquidation d'astreinte, demander au juge de constater que le débiteur ne s'est pas exécuté et que l'astreinte que le juge a fixée, voici le montant auquel l'astreinte s'élève. Donc on fera par exemple les 100 000 francs par jour, multiplié par le nombre de jours que tu as eu à faire sans pour autant exécuter la décision. De telle sorte que de 5 millions de francs CFA, vous pouvez vous retrouver à payer 5 millions de francs CFA, plus les astreintes qui peuvent même aller à 5 millions, 6 millions, 7 millions, 10 millions ou 20 millions de francs CFA, en fonction du temps que vous mettez à ne pas exécuter la décision. C'est en réalité une épée de Damoclès qui pèse sur la tête du débiteur pour l'amener à exécuter la décision que le juge a rendue. Alors, les cours et les tribunaux peuvent donc soit d'office prononcer l'astreinte, ordonner l'astreinte pour s'assurer de l'exécution de leur décision, ou ils le font à la demande de l'une des parties. L'une des parties au procès peut demander au juge s'il rend sa décision, d'assortir sa décision d'astreinte parce que le débiteur est de mauvaise foi. Pour qu'il puisse s'exécuter rapidement, il faudrait que la décision soit assortie de l'astreinte. La juridiction va apprécier s'il y a lieu d'assortir la décision de l'astreinte ou pas. Alors, lorsque la décision est assortie d'astreinte, vous devez venir en ce qu'on appelle liquidation d'astreinte devant la même juridiction qui a prononcé l'astreinte. Vous ne pouvez pas aller devant une autre juridiction que celle qui a eu à prononcer l'astreinte. Donc, l'astreinte, en réalité, est différente des dommages et intérêts. Ce n'est pas la même chose. Il y a des dommages et intérêts. Il y a également l'astreinte qui, en réalité, est un moyen combinatoire qui est utilisé par le juge afin de s'assurer de l'exécution de sa décision. Le but de l'astreinte, c'est que la personne puisse payer. Si on condamne la personne à payer 5 millions de francs CFA plus des astreintes de 100 000 francs par jour de retard, si la personne fait 1 mois sans payer, vous venez en liquidation d'astreinte, vous calculez le montant que l'astreinte fera, ça fait 100 000 francs multiplié par 30 jours, puisque le mois fait 30 jours, vous allez avoir ce montant qui va venir s'ajouter sur les 5 millions de francs CFA. S'il vient payer l'intégralité de ce montant, l'astreinte tombe automatiquement parce qu'il s'est exécuté. Lorsqu'il ne paye pas, l'astreinte continue à courir. L'astreinte continue à courir jusqu'au jour où vous, créancier, vous estimez que bon, vous avez eu suffisamment de montant en ce qui concerne l'astreinte.
vous pouvez faire ce qu'on appelle une procédure d'exécution forcée contre cette personne-là. Si la personne se refuse de s'exécuter malgré l'astreinte, vous avez liquidé l'astreinte, vous avez eu une somme d'argent, vous pouvez procéder à ce qu'on appelle des saisies. Ça peut aller jusqu'à la saisie immobilière que nous avons vu la semaine passée. Si le monsieur a des biens immeubles, le créancier peut procéder à la saisie de ces biens immeubles, les vendre et se faire payer son montant des 5 millions de francs CFA, plus les astreintes qui ont été liquidées. Si ce n'est pas par la procédure de saisie immobilière, on peut aller, par exemple, dans les institutions financières de la place pour voir est-ce que vous avez un compte bancaire et est-ce qu'il y a de l'argent dans ce compte bancaire-là. À travers une issue de justice, on peut saisir et bloquer l'intégralité de vos comptes bancaires que vous avez et bloquer l'argent que vous avez dans ce compte bancaire. Au surplus, l'huissier peut, vous pouvez avoir des biens meubles, vous pouvez avoir un véhicule dans lequel une moto, pour parler banalement, ou en tout cas des biens de valeur, on peut venir les saisir et les vendre également pour que le créancier puisse rentrer dans ses droits. Alors si vous n'arrivez pas, vous, débiteur, à payer le montant principal plus l'astreinte, et qu'on ait mis en œuvre toutes ces procédures que je viens tout à l'heure d'étaler, et qu'on n'a toujours pas eu l'argent en question, la dette est toujours sur toi. De telle sorte que quand tu vas décéder, tes héritiers qui vont te succéder, cette obligation se transmet aux héritiers. On va continuer la procédure sur les héritiers. Donc s'il y a un bien dans la communauté, ce bien-là sera nécessairement saisi.